Annalisa Capellini, pendant que les Ukrainiens et les Européens essayent de négocier sur la base du plan proposé par les Américains pour obtenir des conditions plus favorables à Kiev, les Américains, eux, se déchirent sur le plan qu'ils ont eux-mêmes proposé. Oui, parce que ce plan n'est pas celui de l'administration américaine, mais plutôt une liste de souhaits des Russes. Ce sont des propos chocs qui auraient été tenus par le secrétaire d'État américain Marco Rubio au téléphone avec des élus républicains. Alors, ces propos ont été évidemment démentis tout de suite après, mais ça vous donne la mesure de l'incompréhension au sein même de l'administration Trump sur ce plan de paix, parce que cette critique ne vient pas d'un élu lambda de la majorité, mais du chef de la diplomatie de Donald Trump. En fait, pourquoi Marco Rubio se serait permis ces déclarations-là? C'est parce qu'il a été exclu de toutes les négociations. En fait, cet accord a été plutôt négocié en dehors des canaux diplomatiques traditionnels. Les discussions auraient commencé il y a un mois, en toute discrétion, pendant une réunion qui s'est tenue à Miami entre Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, Steve Witkoff, qui est l'émissaire de la Maison-Blanche pour les missions de paix, qui a toujours été plutôt favorable au Kremlin, et Kirill Dmitriev, qui est le négociateur du Kremlin. Et en fait, ça serait lui le véritable architecte de ce plan. Marco Rubio, il dit un peu tout fort ce que tout le monde pense quand même, que le plan a été soufflé par les Russes. En effet, en tout cas, c'est ce que pense une partie importante des républicains aujourd'hui. Un élu républicain, notamment du Dakota, affirme que cette administration n'est pas responsable de cette publication sous sa forme actuelle et que dès le départ, ce texte ressemble davantage à du russe. En fait, ce que craignent les sénateurs républicains, c'est que donner ce message à Vladimir Poutine, ça serait dire finalement aux dirigeants du monde entier que voilà, la Russie a eu gain de cause dans cette guerre et que l'agression russe a finalement été récompensée. C'est un exemple de plus dans une espèce de fissure quand même en ce moment dans le camp républicain. Oui, on est encore en plein dans l'affaire Epstein, qui a beaucoup fragilisé Donald Trump, qui a profondément divisé les républicains. Et puis, en fait, sur le dossier ukrainien, pour les républicains, ce qui est acceptable, c'est de ne pas critiquer directement Donald Trump, mais de critiquer l'œuvre de Steve Witkoff et de certains membres de l'administration. Alors que critiquer Donald Trump serait une ligne rouge à ne pas franchir pour l'instant. D'autant plus que, contrairement à son habitude, Donald Trump ne semble pas si convaincu. Il a présenté le texte ukrainien et il aura imposé un délai jusqu'à jeudi pour l'accepter en l'état, sans négociation. Et puis en réalité, samedi, il affirmait que non, ce n'était pas sa dernière offre. Il a ouvert en tout cas une marge de négociation pour essayer de trouver des points un peu plus favorables aux Ukrainiens. En tout cas, il reste une question essentielle. Est-ce que cette attitude extrêmement favorable de la Maison-Blanche, est-ce que la volonté de Kiev éventuellement de se plier aux conditions russes, eh bien, est-ce que c'est suffisant pour convaincre la Russie de signer l'accord? Rien n'est moins sûr pour l'instant puisque le camp russe est resté très silencieux. En tout cas, sur l'avancée des pourparlers, le pétrole semble y croire parce qu'on est sous les 62 dollars le baril pour le Brent, alors que les sanctions sur Lukoil, par exemple, arrivent en vigueur à partir d'aujourd'hui. On en reparlera avec Étienne Braque tout au long de la matinée.